Le titre de mon intervention est une citation trop souvent mobilisée, une référence éculée à la parole d'Épicure. Il n'est jamais trop tôt pour philosopher, pour travailler à la santé de son âme. Pardonnez-moi donc d'avoir choisi cet intitulé si convenu, et laissez-moi vous dire pourquoi je l'ai fait. Je suis philosophe, enfin, j'essaie d'être philosophe, dans un pays, la France, qui ne s'est toujours pas rendu à l'évidence, à cette évidence, que les enfants peuvent parfaitement philosopher, à condition, bien entendu, qu'on leur offre le dispositif idoine pour cela. Ici, chez Descartes, l'école continue de différer la rencontre avec l'acte de philosopher, la classe de philosophie étant traditionnellement la dernière du parcours scolaire. On est jugé assez mûr pour philosopher, digne de philosopher qu'à l'âge de 17 ans. C'est bien tard. Pour chaque nouvelle génération qui approche de ce sommet, de ce couronnement des études secondaires, c'est l'expression consacrée, la philosophie se trouve donc auréolée de mystère. Elle est comme cette statue du Dieu qui ne se découvre que tout au fond du temple. Le préjudice majeur de cette sacralisation et sanctuarisation de la philosophie est de la rendre à peu près inaccessible pour une majorité d'élèves. Ils n'ont pas le temps de s'habituer à elle que, déjà, l'année de terminale est passée. Et comme rien ne les a préparés à cette rencontre, elle est aussi tardive et soudaine que trop brève. Jamais auparavant, on ne les avait réellement exercés à conceptualiser, problématiser, argumenter, discuter. Ils arrivent ainsi vierges et nus face à la statue. Décidément, on est en pleine religion, ce qui est un comble. Ils risquent même fort d'arriver trop tard devant cette déesse philosophie, déesse entre guillemets, dès lors que jusqu'ici leur capacité à penser par eux-mêmes n'a que rarement, trop rarement, été stimulée et entraînée. Et peut-être là aussi le sens du « il n'est jamais trop tôt pour philosopher ». Il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre, car il est très vite trop tard pour le faire. Il s'agirait donc de ne pas rater le kairos, de ne pas laisser passer l'âge précoce où émerge la disposition à philosopher, qu'il s'agit donc de recueillir au bon moment. Les choses bougent cependant sous l'impulsion de quelques pionniers ici, comme Michel Tozzi, qui interviendra, je crois, dans la journée, et plus récemment, de manière foisonnante, les offres de formation, les expérimentations de philosophie avec les enfants se multiplient, encouragées au plus haut niveau par la chaire UNESCO occupée par Edwige Schroeter, que je salue au passage, et grâce à Catherine Audrin, Philojeune nous arrive enfin. Mais que de chemin encore à parcourir. L'école, notre école, persiste trop largement à ignorer l'accomplissement d'Épicure. Elle s'obstine à fabriquer des élèves quasi muets qui, dans un silence recueilli, écoutent pieusement la leçon du professeur, seul dépositaire et détenteur transcendant du savoir, ou seul détenteur du savoir transcendant. Marcel Gaucher parlait naguère de religion dans la démocratie. Comment mieux dire? On prétend engendrer des citoyens doués, dotés d'une liberté de pensée, d'une capacité d'expression et d'indignation. Or, on ne forme presque que des obéissances et on sélectionne souvent seulement les plus dociles. Comment, dans ces conditions, ne pas nourrir un soupçon très fort vis-à-vis de cette apparente volonté démocratique? N'est-elle pas purement factice ou hypocrite, ou tout au moins incapable de soi? Comment ne pas voir la contradiction flagrante entre cette ambition proclamée de générer des citoyens qui s'expriment, c'est presque un pléonasme, des citoyens qui s'expriment, et l'indigence de notre culture scolaire de l'oralité et du débat argumentaire? Les grands temps, ici et ailleurs, de passer d'un savoir asséné d'en haut à un savoir co-construit et questionné en communauté de recherche. Il y a plus préoccupant encore. Comment, avec ce système, allons-nous être capables de faire face aux mutations du temps présent? L'élève aujourd'hui est dans une situation anthropologique nouvelle. Il accède en effet directement sur son smartphone, sur tous ses outils numériques, à tout le savoir, toute l'information, toute la culture du monde, toutes les cultures du monde, si l'on veut, ou tout au moins à un ensemble de contenus qui se présentent à lui comme
du savoir qui ont toute l'apparence et la fonction. Voilà par conséquent ce phénomène étrange que toutes les institutions de savoir se trouvent court-circuitées, pas seulement concurrencées, court-circuitées. Écoles, universités, bibliothèques, ces différents temples du savoir ou de la connaissance qui assuraient jusqu'ici la médiation indispensable entre l'individu et cette connaissance, risquent ainsi de devenir obsolètes, de se trouver sans vocation. Si les professeurs ne deviennent pas ce que j'appelle souvent de modestes Socrates. De modestes Socrates, c'est-à-dire des pédagogues, capables d'aider les générations d'autodidactes qui arrivent à cultiver la vigilance et le discernement nécessaires pour opérer un tri intelligent de tout ce qu'ils peuvent trouver sur le net. C'est dans ce tout nouveau contexte déroutant qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre aux élèves à philosopher. Autrement dit, à entretenir un rapport critique, aigu, continuel, au flot lui-même continuel d'images, de publicités idéologiques, de propagande, de rhétoriques et sophistiques qui les conditionnent aujourd'hui à prendre le vraisemblable pour le vrai, et toutes les fausses monnaies que la communication politique généralisée voudrait faire prendre aux citoyens pour argent comptant. Comme le dit Normand Baillargeon, une très solide culture de l'esprit critique est plus que jamais requise aujourd'hui comme, je le cite, autodéfense intellectuelle face au pilonnage incessant de nos esprits et à l'immense confusion qui règne entre les discours, les registres de discours et la façon dont les discours sont construits. Or, l'école, notre école, ne sollicite encore la plupart du temps la parole de l'élève que pour lui demander la bonne réponse à la question du maître. Donc une parole attendue, prévisible, sans surprise ni créativité. Ce scénario stéréotypé se répète en ne fabriquant jamais que de l'obéissance à l'ordre établi, et de l'impuissance à se défendre contre les propagandes. Cela ne peut plus tenir. Soyons attentifs aux générations qui arrivent. Elles ont quelque chose de très spécial. Elles sont non seulement, comme je le disais précédemment, beaucoup plus autodidactes, mais plus encore, elles sont indociles, foncièrement indociles, rebelles à l'autorité, allergiques à toute hiérarchie. Elles n'acceptent plus la soumission, et la seule façon pour un adulte de leur apporter quelque chose, de continuer à leur apporter quelque chose, est de leur prouver qu'il peut être utile à leur liberté. C'est-à-dire qu'il peut outiller en habileté de penser cette liberté pour la rendre toujours plus autonome et active, capable de se débrouiller réellement toute seule. Pour toutes ces raisons, nous avons raison de penser qu'il s'agit de ne pas laisser l'appétit philosophique s'étioler, voire s'atrophier entre l'âge de 6-7 ans et l'âge de 17 ans. Nous avons raison de vouloir battre le fer tant qu'il est chaud, souffler sur la braise avant qu'elle ne devienne et qu'elle refroidisse en cendres sèches. L'enfant est philosophe dès qu'il atteint l'âge de raison, le bien nommé âge de raison. Y a-t-il d'ailleurs, à l'inverse, un philosophe qui ne soit pas redevenu enfant? Non pas retombé en enfance, mais revenu par l'exercice quotidien du doute méthodique, radical, universel, à ce que l'enfance sécrète naturellement. Rendu par la seconde nature de sa culture philosophique à ce naturel spontané que manifeste chez l'enfant la curiosité pour tout, l'étonnement ou l'émerveillement pour tout. Je connais peu d'adultes qui soient restés philosophes. C'est-à-dire, mais j'ai des amis quand même. Je connais peu d'adultes qui soient restés philosophes, c'est-à-dire qui ont su entretenir leur faculté de se questionner. En revanche, du côté du plus jeune et à l'autre extrême du côté des plus âgés, la capacité philosophique se rencontre beaucoup plus facilement. Que l'enfant philosophe, psychologie, sciences de l'éducation, didactique de la philosophie sont d'accord là-dessus. On peut le dire comme Henri Bergson, par exemple. J'aime le dire comme Henri Bergson. C'est-à-dire, eh bien, l'intelligence de l'adulte est rivée à la vie matérielle, à trouver des solutions aux problèmes de la subsistance sensible et à assouvir des appétits terrestres que nous connaissons bien. Gloire, pouvoir, réussite, argent, réputation, blablabla. Tandis que l'intelligence de l'enfant
mais Bergson aussi celle du poète ou de l'artiste, n'est pas attachée aussi férocement à la chaîne de la nécessité, et pourrait-on dire à la chaîne de la vanité. L'enfant philosophe donc volontiers parce que son intelligence n'est pas encore domestique ou domestiquée par la matière. Elle est plus libre, elle a encore le loisir de l'envol métaphysique, et même, disons-le, le luxe des questions de sens dans une société, une civilisation matérialiste comme la nôtre, qui est un désert de sens, et qui semble tout faire, s'ingénier littéralement, tout faire pour mettre hors d'état l'individu de penser par lui-même. Dans ce désert, je dirais, sciemment désertifié, ouvrir une classe de philosophie pour les enfants, c'est ouvrir une oasis de sens et rendre l'individu précocement capable d'indignation face à une société qui, plus tard, frustrera terriblement et de manière inacceptable cette aspiration au sens. Telle est à mes yeux la très importante dimension politique de la philosophie avec les enfants. En faire demain des citoyens. Et je dirais, parce que j'en ai un petit peu marre de ce vocable de citoyen continuellement invoqué sans qu'il corresponde à grand-chose, donc en faire demain non seulement des citoyens, mais des consciences, qui refusent le matérialisme et le relativisme ambiant et qui exigent qu'à nouveau les questions de sens, les questions de vie et de mort, les questions de juste et d'injuste soient partagées entre tous dans la cité. Des consciences qui exigent, comme le réclamait déjà Hannah Arendt, que nos vies sociales se rééquilibrent enfin entre travail, politique et culture, travail et œuvre, travail et engagement, alors qu'aujourd'hui elles sont si souvent consumées et aliénées à travailler plus, pour gagner plus, pour dépenser plus, pour consommer plus. Cercle vicieux et débilitant où nous emprisonne l'iniquité capitaliste. Il me reste 2 minutes, je vais donc me mettre à lire à toute vitesse. Non, pardon. Mais rassurez-vous, comme ça vous n'allez plus rien comprendre. Les générations qui arrivent sont, je le répète, c'est une conviction très forte chez moi, davantage en attente d'être que d'avoir, davantage en quête de sens que de satisfaction ou de gratification matérielle. Elles aspirent à vivre en altitude, très haut sur la pyramide d'Abraham Maslow. Voilà pourquoi elles se tournent en masse vers l'art, la musique, l'éducation, le soin, le care, l'économie sociale et solidaire, etc. On ne pourra pas mieux les aider dans ce mouvement. On ne pourra pas mieux les aider à faire sortir notre civilisation de son air bêtement matérialiste qu'en accompagnant leur soif de l'essentiel, et le plus tôt possible, et le plus loin possible. L'enjeu est inséparablement philosophique, politique et existentiel. Je vous remercie. Merci, monsieur Vidard.